êtes sur A24 News, c'est le morning. Bonjour à tous. Avec moi sur ce plateau, Dan Katarivas, bienvenue. Cyril Amar, bonjour. On commence tout de suite par la revue de presse du Moyen-Orient. Alors on va en reparler dans quelques instants, mais ce matin, les journaux de la région reviennent largement sur les négociations en cours à Vienne en vue d'un accord définitif sur l'Iran, avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Oui Nathalie, avec un contraste très fort, vous allez le voir, entre les unes iraniennes et les unes israéliennes, car si le quotidien iranien en langue anglaise, le Iran Daily, choisit ce matin d'afficher son satisfecit au terme du premier round de négociations, eh bien pour le Maariv israélien, les divergences sont encore grandes entre le groupe des 5+1 et Téhéran, et les déclarations du vice-ministre des Affaires étrangères iranien relayées par le journal sont un mauvais présage. L'Iran, a-t-il asséné, dès le coup d'envoi des pourparlers, ne fermera aucun de ses sites nucléaires. Alors pour le caricaturiste du journal conservateur, le Maariv, donc Ronnie Gordon, à l'évidence, les ayatollahs vont une fois de plus faire tourner en bourrique un Occident trop candide. Alors à l'unisson, les journaux israéliens affichaient ce matin leur pessimisme quant à l'issue des négociations, à l'instar du Israel Hayom qui estime que les négociations n'ont tout simplement aucune chance d'aboutir. Le journal pro-gouvernemental qui, pour mieux étayer son propos, cite ce matin de très larges extraits de l'entretien accordé par Gary Seymour au journaliste américain Jeffrey Goldberg. Gary Seymour, vous savez, ce n'est ni un néoconservateur ni un sioniste invétéré, c'est ni plus ni moins l'ancien conseiller en désarmement du président Obama, et il est très pessimiste. Gary Seymour, selon lui, l'Occident n'a pas suffisamment fait pour convaincre l'Iran de renoncer au nucléaire, et le président Hassan Rouhani est trop faible politiquement pour conduire à un changement. Et le Jerusalem Post, vous le voyez, de publier ce matin cette photo du Premier ministre israélien en visite dans le nord d'Israël, où il s'est rendu au chevet des réfugiés syriens soignés dans un hôpital de campagne israélien. Le Monde, a-t-il déclaré, ne doit pas oublier quel est le vrai visage de l'Iran. Mais pour les Yediot Ahronot, la communauté internationale devrait rester sourde aux mises en garde d'Israël et préfère que l'État hébreu observe un profil bas, tout ça pour ne pas saper les chances d'aboutir à un accord avec l'Iran. Merci de ne pas intervenir, c'est en substance le message qu'essaient de faire passer les grandes puissances à Israël. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, nous explique ce matin Alex Fishman, on redoute que Benjamin Netanyahou ne chauffe les esprits du Congrès et ne sabote les pourparlers. Il faut être aveugle, idiot ou tout simplement naïf pour ne pas voir un rapport entre les révélations de la presse d'hier sur les trafiquants d'armes israéliens qui ont tenté de vendre des pièces détachées à l'Iran et le coup d'envoi des négociations à Vienne, écrit Alex Fishman. Le timing était parfait. Une main mystérieuse et invisible a voulu infliger un soufflet public aux Israéliens pour les mettre en garde. Restez à votre place et n'interférez pas dans les pourparlers de Vienne. Alors Netanyahou mettra-t-il son nez dans les affaires américaines? Pour le caricaturiste iranien du Iran Daily, vous le voyez, cela ne fait aucun doute. Netanyahou, croqué ici en Pinocchio menteur caloté, accusera l'Iran de tous les maux pourvu qu'il fasse échouer les négociations avec le groupe des 5+1. Alors vous l'avez mentionné, on reparle ce matin du petit Marwan, cet enfant syrien de 4 ans retrouvé seul dans le désert de Jordanie. Le moins qu'on puisse dire, c'est gare au photomontage. Exactement Nathalie, vous vous en souvenez, on s'était ému hier ensemble, comme toute la twittosphère qui s'est embrasée après la publication de cette image. Mais il faut se méfier des images, elles sont parfois trompeuses. Le petit Marwan marchait effectivement seul. Oui, mais à 20 mètres seulement de ses parents. C'est ce que j'apprends ce matin grâce au site d'information libanais Now Lebanon. Sur une photo publiée sur Twitter par Andrew Harper, c'est un membre de l'UNCHR, la Haute Commission des Nations Unies pour les réfugiés, eh bien on peut apercevoir le petit Marwan à l'arrière d'un groupe de réfugiés. L'occasion pour l'humanitaire de préciser, il était séparé mais il n'était pas seul. Et dans un autre tweet, Andrew Harper nous explique que malheureusement dans chaque mouvement de réfugiés vers la Jordanie, eh bien les personnes âgées, les personnes malades, les femmes enceintes ou encore les enfants sont souvent séparés du groupe principal qui est en exode. Et on va terminer avec un titre presque surréaliste ce matin. Yitzhak Rabin va bientôt être appelé sous les drapeaux. Oui Nathalie, son homonyme était chef des armées. Il a été aussi Premier ministre, mais lui avait le plus grand mal à servir sous les drapeaux israéliens. Il s'appelle Yitzhak Rabin, il a 18 ans et il est jordanien. Et oui, en 1995, il y a tout juste 18 ans, ses parents, touchés par l'assassinat du Premier ministre
ministre israélien, avaient décidé de baptiser leur jeune fils au nom du Premier ministre défunt. Il est en cours de conservation, il parle hébreu, ses parents ont émigré lorsqu'il était tout bébé. Il rêvait de faire comme ses amis d'école, de servir dans Tsahal, mais lui ne pouvait pas le faire car il n'avait jamais été naturalisé. Eh bien, c'est chose faite à présent, puisque le Yediot nous apprend, grâce à cette photo, que le ministre de l'Intérieur israélien, Gideon Sa'ar, a remis sa carte d'identité à la nouvelle recrue. Souhaitons donc à Yitzhak Rabin une carrière aussi glorieuse que son homonyme, mais surtout une issue beaucoup plus heureuse. Merci Cyril pour cette revue de presse. On va passer, comme je vous le disais à présent, à l'Iran. L'objectif des discussions à Vienne, c'est d'obtenir d'ici à 1 an un accord global permettant de régler définitivement la question du nucléaire iranien. Une question dont les enjeux, vous allez le voir, sont économiques. Betsabé Salem. En novembre, Téhéran a accepté de geler une partie de ses activités illicites en échange d'une levée partielle des sanctions. La République islamique s'est alors résignée à ne pas construire de nouvelles centrifugeuses, à ne plus produire d'uranium enrichi à 20%, soit hautement enrichi et trop proche des activités militaires, à ne plus utiliser le réacteur d'Arak qui fonctionne au plutonium et à accepter les inspections de l'AIEA. Une première avancée après 10 ans de crise avec la communauté internationale, mais un accord global garantissant la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de l'Iran semble encore loin. Les Occidentaux et Israël soupçonnent ce programme de cacher un volet militaire, malgré les dénégations de Téhéran et son droit prétendu à l'enrichissement. Le président Rouhani, comme l'ayatollah Khamenei, semble enclin à parvenir à un accord, même si le discours des leaders iraniens est toujours ambigu. Ce que notre ministère des Affaires étrangères et ce que les représentants de notre gouvernement ont commencé, cela va se poursuivre. L'Iran ne violera pas les obligations qu'elle s'est engagée à remplir, mais les Américains sont les ennemis de la révolution islamique, de la République islamique. Même si Téhéran tâche de ne pas froisser les conservateurs tout en tirant le plus possible des négociations, le régime des mollahs sait qu'il bénéficierait d'un accord sur le nucléaire, ne serait-ce que pour ses retombées économiques. En Iran, l'inflation et le chômage sont hauts, tandis que le secteur bancaire, comme celui des entreprises, montre des signes de faiblesse. Or, les perspectives pour les 2 années à venir se sont améliorées avec l'accord de Genève. Côté occidental, les enjeux économiques sont aussi un facteur important. L'Iran est le 2e producteur de pétrole au monde et dispose aussi depuis 2011 de la plus grande réserve en gaz naturel. Parmi les grandes puissances, c'est sans doute la France qui souffre le plus des sanctions. Les exportations françaises en Iran ont chuté de 70% en 8 ans. Alors Dan Katarivas, quand les Occidentaux regardent l'Iran, ils y voient un nouvel Eldorado économique ? Je ne pense pas que c'est un Eldorado, mais il est certain que c'est un pays qui a presque 80 millions d'habitants et qui effectivement peut être, je dirais, un acteur dans la vie économique mondiale, puisque, je dirais, le niveau de vie en Iran est un pays développé. Donc il y a certainement, je dirais, des compagnies mondiales qui essayent de voir comment elle pourrait repénétrer dans le marché iranien. Mais de là à dire un Eldorado, non, c'est certainement, vu la crise en Europe, il est vrai que probablement des compagnies européennes qui ont un malaise économique cherchent tout débouché possible pour essayer de sortir de leur crise, et l'Iran peut servir peut-être d'un tremplin. Est-ce que finalement on ne peut pas penser que la reprise des discussions, c'est le résultat d'une pression mise par les entrepreneurs, par le monde des affaires sur le monde politique ? Non, je ne pense pas. Je pense que si on voit le dénouement, le développement et les sanctions, prenons les États-Unis. Les États-Unis, depuis 34 ans, il y a un embargo, il y a des sanctions américaines et le secteur privé américain, je n'ai pas entendu qu'il a fait pression sur le gouvernement américain pour essayer de rouvrir les négociations. Pas de pression, n'empêche qu'ils se précipitent sur place. On a vu les Américains, non. les chefs d'entreprise Je parle des Américains. Les Américains, non. Les Européens, vous savez, les Européens ont un autre comportement souvent que les Américains. Il se peut qu'effectivement, dans la série des facteurs qui ont également, préparé les Européens à réouvrir des négociations, il se peut que le facteur économique ait joué un rôle quelconque. Mais je pense que à la base, la discussion avec l'Iran n'est pas une discussion économique, c'est surtout le facteur nucléaire, c'est le danger que l'Iran
pèse, en fait, que l'Iran, c'est un danger pour pas seulement Israël, mais pour le monde occidental tout entier. Donc au fond, le monde peut se passer du pétrole iranien, par exemple ? Il s'est passé du pétrole iranien. La production iranienne de pétrole, les exportations du pétrole iranien ont chuté énormément. Il y a 2 pays qui ont bénéficié d'ailleurs de ce phénomène. C'est d'un côté les Russes, qui à ce moment-là pouvaient augmenter leur production, d'un autre côté les Chinois, qui eux ont continué à acheter à un prix plus bas le pétrole iranien. Alors justement, la Russie, la Chine, le Qatar, ils vont perdre ce monopole ? Je pense que chacun doit essayer de se repositionner. Si l'Iran, il faut dire, l'Iran a développé ce qu'on appelle une économie de résistance. C'est-à-dire que l'Iran, vu les sanctions, a essayé d'être, je dirais, au maximum self-sufficient, c'est-à-dire de se produire, de produire un maximum d'autosuffisance. Bon, maintenant, si l'Iran redevient un acteur sur la vie économique globale, il y aura des gens qui y gagneront, il y aura des gens qui y perdront. Mais finalement, ce retour aux discussions, aux négociations, c'est le résultat des sanctions. Ça veut bien dire que ce modèle n'a pas forcément fonctionné. Non, je pense qu'on peut se poser une question, dans quelle mesure, effectivement, les sanctions économiques ont une influence sur la décision du gouvernement iranien à réouvrir des négociations. Je pense que, certainement, le facteur économique et les sanctions sur l'Iran ont eu une influence. Il y a eu les élections en Iran également. Quel a été le facteur déterminant sur le changement de politique iranienne ? Je pense que le facteur économique était certainement présent. C'est peut-être pas le primordial. Peut-être qu'il y a vraiment un changement de position iranienne. Comme vous voyez, du côté israélien, il y a des doutes. Mais je pense que c'est toute une série de facteurs qui ont fait que les Iraniens et que le monde occidental a aujourd'hui réouvert des négociations avec l'Iran. Et vous parliez il y a quelques instants de résilience, d'une façon différente de fonctionner. Comment elle fonctionne véritablement l'économie iranienne à coup de subvention quand même ? Non, bon, il faut d'abord, l'économie iranienne n'est pas coupée du monde. Okay, il y a des voisins avec lesquels l'Iran continue à commercer. D'une partie Une partie, il y a la Turquie par exemple, il y a le Kazakhstan, il y a les Émirats qui servent d'ailleurs souvent à la contrebande de produits qui ne peuvent pas rentrer d'une façon légale et qui rentrent par la voie de la contrebande par les ports du Golfe, etc. Mais c'est vrai que l'Iran, au niveau économique, souffre du fait qu'il y a une inflation très importante. La monnaie iranienne a perdu beaucoup de sa valeur. Le chômage est en progression. Certainement, l'économie iranienne ne se porte pas bien. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement le régime des Mollahs a eu peur pour sa stabilité d'une certaine façon ? Il se peut effectivement que ça a été l'une des raisons. Et on a vu effectivement, et on a lu les différents courants souterrains en Iran, la désaffectation des étudiants. Il y a eu la fameuse révolution verte qui malheureusement n'a pas réussi. Mais il est certain que je pense que Ahmadinejad n'a pas été un succès économique pour gérer l'Iran sous cette crise. Et effectivement, le facteur économique a peut-être également influencé les moulahs à changer de position. Facteur économique, on va revenir un instant sur le pétrole. Le monde en a besoin et l'Iran a besoin d'essence sans capacité de raffinage pour la République islamique. Écoutez, toute la question d'énergie est intéressante dans la mesure où aujourd'hui on voit un changement total du marché d'énergie mondial. Les Américains deviennent des exportateurs d'énergie. L'importance du pétrole pour les États-Unis, par exemple, ou l'importance du Moyen-Orient pour les États-Unis est en train de diminuer. C'est vrai qu'il y a d'autres puissances comme l'Inde, comme la Chine, qui elles ont besoin d'énergie. Donc il y a un changement du marché de l'énergie. Alors, il se peut qu'effectivement, le fait que le monde aujourd'hui a réussi à vivre sans le pétrole iranien, ça prouve qu'on peut peut-être continuer. Donc, il ne faut pas, à mon avis, une fois de plus, les négociations, il faut les mettre bien dans leur cadre. On parle aujourd'hui, on n'a pas encore levé les sanctions économiques. Les sanctions économiques continuent. Et il y a eu un certain allègement, à peu près de 7 milliards de dollars, surtout dans le domaine financier, qui donne la possibilité des biens gelés qui ont été en fait remis sur place aux Iraniens, etc. Donc les sanctions existent encore. Je pense que cette délégation du MEDEF, par exemple, était peut-être un peu trop prématurée. Il faut voir comment les négociations vont aboutir, et seulement à ce moment-là, peut-être que le monde occidental pourra recommencer à faire des affaires. Je pense qu'il est encore trop tôt de se prononcer, puisque l'issue... Trop tôt, c'était ce que Barack Obama avait notamment déclaré. Si accord il y a dans les semaines, dans les mois à venir, est-ce qu'on peut attendre Israël en Iran ?
Écoutez, pour l'instant, il y a interdiction totale de tout contact avec l'Iran. L'Iran est considéré comme un pays ennemi, donc la législation israélienne ne permet aucun contact avec l'Iran. Et je pense que les Israéliens, avant de recommencer n'importe quel contact avec les Iraniens, devront être bien sûrs que l'Iran a vraiment changé de cap et qu'elle ne se sert pas justement de ses contacts économiques ou de la levée des sanctions pour continuer à développer des armements et à essayer de doter d'armes qui peuvent mettre en danger l'existence israélienne. Dans le passé, ces relations, elles ont existé. Tout à fait. Dans le passé, il y avait un autre régime en Iran. Dans le passé, l'Iran était un pays qui était ouvert sur le monde, n'était pas géré par des islamiques fondamentalistes. C'était tout à fait un autre pays. Et effectivement, à l'époque, nous avions des très bonnes relations avec l'Iran. On peut espérer que peut-être un jour, ces relations seront renouées et que les changements à l'intérieur de l'Iran verront les ayatollahs retourner dans leurs mosquées et laisser les gens vivre librement et avec toute la liberté qu'on peut espérer pour eux. Et on sera là, j'espère, pour en parler. Merci beaucoup, Denkat Arrivas, d'avoir été sur ce plateau. À suivre dans le Morning, on parlera de cette nouvelle nuit meurtrière en Ukraine. La place de l'indépendance à Kiev s'est embrasée cette nuit. Le pays qui semble être au bord de la guerre civile. Vous le voyez sur ces images qui nous parviennent en direct de la place de l'indépendance à Kiev en Ukraine. À tout de suite pour la suite de votre Morning. Merci. Retour sur le plateau de votre Morning avec moi, Boaz Bismuth, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et vous, Betsabé Salem, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite par l'Iran. On parlera de l'Ukraine un petit peu plus tard. Tout le monde ne s'accorde pas sur le dossier du nucléaire iranien. En revanche, Boaz, le pessimisme et le scepticisme font l'unanimité. Bah oui, ça y est, depuis hier soir à Vienne, on est en train d'œuvrer, les puissances d'un côté, les Iraniens de l'autre, pour obtenir un accord définitif. On s'est donné 6 mois après l'accord intermédiaire obtenu le 24 novembre à Genève. Donc au mois de mai, il faut avoir cet accord. Mais est-ce que cet accord est possible? Alors, vous savez très bien que dans le Congrès américain, il y a beaucoup de sceptiques, le gouvernement aussi à Jérusalem, Benjamin Netanyahu n'y croit pas trop à cet accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, un certain monsieur Gary Samore, qui dit peut-être pas beaucoup aux téléspectateurs, mais Gary Samore était un membre du staff d'Obama, c'est le conseiller de l'armement, plutôt du désarmement, et qui participait aussi aux négociations. Et si le président Obama, en décembre, a donné 50% de chance à l'obtention d'un tel accord et à la réussite de ces négociations, alors vous savez quel pourcentage Gary Samore donne? 0%. Donc pratiquement, il dit que c'est une perte de temps. Il dit pratiquement que c'est juste pour la diplomatie, que les Américains essayent de gagner du temps, et que finalement, ce qu'on obtenait, c'était pas plus qu'un cessez-le-feu, qui était très pratique pour les deux. Alors, il faut comprendre une chose, qu'en ce moment à Vienne, lorsque les protagonistes sont en train de négocier, eh bien, les deux veulent faire exactement la même chose. C'est quoi? C'est obtenir une pause. Appuyer sur le bouton pause et finalement retarder l'échéance. Le monde ne veut bien sûr pas d'attaque contre l'Iran, et l'Iran veut toujours sa bombe nucléaire. Donc si vous voulez un petit peu, en mai 68, les jeunes, quand ils manifestaient, ils revendiquaient quelque chose d'assez drôle. Ils disaient, nous sommes très réalistes, on exige l'impossible. Eh bien, c'est exactement ce que les Iraniens veulent obtenir, et si ça continue comme ça, ils l'auront. Alors Boaz, vous étiez à Genève au moment de la signature de l'accord intérimaire et à ce moment-là, vous l'affirmiez déjà, il y aura signature. Cette fois-ci, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'entendre? Alors, si, c'est vrai, à Genève, et c'est vrai que j'ai couvert ces négociations aussi bien à Genève en 2009 et ensuite en Turquie, et puis ça continue au Kazakhstan. Et bien sûr, grâce à ces négociations, eh bien, on est comme passe-partout, on parcourt le monde. Mais je vais dire juste une chose, à l'époque, c'était complètement sûr, ou plutôt en novembre. Déjà, les négociations avaient débuté mercredi. Tout le monde disait que les négociations étaient très difficiles. Mais déjà, jeudi, j'avais écrit qu'il y aura un accord. Et encore une fois, pourquoi? C'était l'accord intermédiaire. Parce qu'il arrange tout le monde. Il arrange les Américains, il arrange les Européens, il arrange bien sûr les Iraniens, comme j'ai dit avant. Alors cette fois-ci, ce qu'on aura, c'est bien sûr le mois de mai, on n'aura pas d'accord, ça sera très 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 difficile maintenant. Les négociations vont être très dures, les deux côtés vont dire que c'est très très difficile d'obtenir un accord. Et puis ce qu'on va faire le mois de mai, c'est qu'on va jouer les prolongations. Et là encore une fois, ça convient à tout le monde. Il faut comprendre une chose. D'un côté, nous avons un président Obama qui ne sera pas un président qui participera à une guerre ou qui déclarera l'ouverture d'un nouveau front. Les Russes, comme on va voir plus tard, ils ont leur
forces aussi en ce moment en Ukraine, très proche de chez lui. Les Européens, vous connaissez les problèmes des Européens. Et les Iraniens, ceux qui doivent, c'est exactement comme en 2003, jouer le jeu, attendre que le bruit passe pour continuer ensuite et obtenir ce qu'ils veulent. Et justement, c'est la bombe. Et surtout, rappeler encore une chose, que c'est déjà un État quasi nucléaire. Ça, il ne faut jamais oublier. On a tellement joué avec les Iraniens et peut-être un peu d'histoire. Dans les années 90, lorsqu'Israël disait au monde que l'Iran est en train d'avoir un programme nucléaire militaire, le monde parlait de la paranoïa israélienne. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que... Certains en parlent encore. Hein. Certains en parlent encore. Non, mais d'après ce qu'on voit avec Gary Summer, c'est qu'aujourd'hui, si on pensait que le monde était dupe, on voit qu'aujourd'hui, le monde suit ce programme iranien de façon consciente, ce qui nous inquiète beaucoup plus. Merci Boaz pour cet édito. On va passer tout de suite au rappel des titres de ce mercredi 19 février. L'Ukraine au bord du chaos à Kiev. La place de l'indépendance occupée depuis 3 mois par les opposants au gouvernement s'est transformée en véritable champ de bataille. Maïdan est prise d'assaut par la police anti-émeute depuis hier soir. Au moins 25 personnes ont été tuées. Le président Viktor Yanukovych l'affirme. La police ira jusqu'au bout. L'Iran et les puissances occidentales se retrouvent aujourd'hui à Vienne pour renouveler les négociations dans un contexte pessimiste mais plutôt économique puisque Hassan Rouhani, le président, a déclaré hier qu'un allègement des sanctions aurait des conséquences sur toute l'économie mondiale. Visite surprise de John Kerry en Tunisie. Le secrétaire d'État américain est arrivé hier à Tunis pour témoigner du soutien des États-Unis à la transition démocratique dans le pays précurseur des printemps arabes. Nous sommes très impressionnés par ce que vous avez fait. Bravo pour la Constitution. Ce sont les mots de John Kerry à Moncef Marzouki, le président tunisien. En Turquie, le président promulgue la loi controversée sur le contrôle d'Internet. Ça s'est passé hier soir. Abdullah Gül a annoncé qu'il avait promulgué cette loi du gouvernement renforçant le contrôle d'Internet. Le gouvernement qui pourra désormais décider de bloquer l'accès à certains sites. Une loi de censure dénoncée comme liberticide par l'opposition et par de nombreuses ONG. Et puis l'image du jour, regardez, le Premier ministre israélien était dans le nord du pays hier pour se rendre au chevet de malades bien particuliers, des Syriens. Vous le savez, depuis le début du conflit qui fait rage entre les rebelles et les forces de Bachar el-Assad, Israël reçoit quasi quotidiennement des Syriens blessés dans les combats et qui ne peuvent accéder aux soins dans leur pays. Betsabe Salem, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on le disait, de nouveaux affrontements ont éclaté hier à Kiev. Bilan au moins 25 morts, un bilan lourd, d'autant que l'opposition avait promis une offensive pacifique. Tout à fait Nathalie, au moins 25 morts, dont 6 policiers, quelques 240 personnes qui ont été quand même hospitalisées, parmi lesquelles 80 policiers, 5 journalistes. Ce sont les chiffres du ministère qui ont été publiés ce matin. Alors ces violences surviennent, on sait, alors qu'une relative accalmie régnait depuis plusieurs semaines en Ukraine. Fin janvier, je vous le rappelle, des affrontements avaient déjà fait 4 morts et 500 blessés. Alors vous parlez d'offensive pacifique. En fait, l'opposition ukrainienne s'impatiente après 3 mois de crise politique. Cette semaine, pour mettre la pression sur les députés, elle a organisé un défilé. 20 000 personnes, un défilé qui a dégénéré. On revient sur la journée d'hier en images, on en reparle après. L'offensive dite pacifique dégénère mardi en Ukraine. Les forces de l'ordre, censées garder les accès au Parlement, ont recours au gaz lacrymogène, jettent des grenades assourdissantes et tirent des balles de caoutchouc sur les manifestants, tandis que ces derniers jettent des pavés et des cocktails Molotov. Plusieurs centaines de manifestants parviennent même à prendre brièvement le contrôle du siège du Parti des régions du président Yanukovych, situé non loin du Parlement. Après une accalmie l'après-midi, les affrontements éclatent ensuite dans le quartier gouvernemental. Et mardi soir, les manifestants rassemblés sur la place du Maïdan dressent un mur de feu pour se protéger des policiers. Mais le président ukrainien l'avait affirmé, la police irait jusqu'au bout. De la tribune, l'un des chefs de file de l'opposition ukrainienne et ex-champion de boxe Vitali Klitschko appelle les femmes et les enfants à quitter les lieux pour, selon ses termes, éviter de nouvelles victimes. Femmes et enfants qui constituent la majorité des dizaines de milliers de manifestants présents sur la place. C'est aux alentours de 20h que les forces anti-émeutes investissent la place. Précédées de 3 véhicules blindés équipés de canons à eau, plusieurs centaines de berkoutes, les redoutables policiers anti-émeutes, progressent vers le Maïdan mardi soir, dépassant des barricades dressées en vain par quelques centaines d'hommes casqués, armés de bâtons et de boucliers. Un rapport de force déséquilibré. D'autres policiers équipés de fusils d'assaut Kalachnikov attendent en arrière-plan.
L'opposant Klitschko rencontre Viktor Yanukovych mais ne parvient pas à l'arrêter. Je ne suis pas satisfait car il n'y a pas eu de discussion. Le président ne veut pas écouter l'opposition. Ça ne va que dans un sens. Pour lui, l'opposition et les manifestants doivent arrêter les manifestations. Mais dans tous les cas, il est important de faire une pause et d'arrêter de se battre. Ce mardi restera sans doute la journée la plus sanglante, même si la crise n'est pas terminée. Les troupes anti-émeutes ukrainiennes ont lancé un nouvel assaut mercredi au petit matin, après une pluie de grenades lacrymogènes et assourdissantes. Ils ont pris position autour du monument qui se trouve au milieu du Maïdan. Il est alors 4 heures du matin. Tout ça toujours donc pour demander, Nathalie, le départ du président Yanukovych, la place de l'indépendance, on le sait, c'est le haut lieu de la contestation à Kiev depuis la volte-face pro-russe des autorités. Yanukovych avait signé fin novembre donc cet accord avec Moscou au détriment d'un rapprochement avec l'Union européenne et l'opposition a toujours en tête ce risque de la mainmise de la Russie. Hier dans la matinée, l'opposition avait expliqué que le but des manifestants était, je cite, d'encercler le Parlement, de le bloquer pour ne pas laisser les députés nommer un Premier ministre russe. Et c'est d'autant plus tendu qu'après les 3 milliards de dollars déjà versés donc, par la Russie en vertu de cet accord, Moscou devrait verser cette semaine une nouvelle tranche de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. L'Ukraine qui est en manque de liquidité, on sait, et au bord d'un défaut de paiement. Une situation pour le moins inquiétante puisque les violences menacent de s'étendre. Tout à fait. Dans l'ouest de l'Ukraine notamment, vous vous en souvenez, l'ouest c'est le plus proche de l'Occident, on en a parlé, plus pro-européen, plus enclin à se battre contre l'influence de Moscou. Plusieurs villes de l'ouest du pays se sont ouvertement soulevées, direction Lviv par exemple, que vous voyez sur la carte. Là, les manifestants ont pris d'assaut les sièges de l'administration régionale et de la police, ainsi que les bâtiments militaires. Et après des affrontements, quelques 5000 manifestants, c'est pas rien, ont même pris le contrôle des dépôts d'armes, un air d'insurrection, donc pas seulement à Kiev en Ukraine. Alors comment on réagit sur place à cette flambée des violences ? Alors je vous propose le président ukrainien, tout d'abord, Viktor Yanukovych, qui menace aujourd'hui de changer de ton. Alors il a déjà changé de ton hier, concrètement, on l'a vu, de changer de ton avec les leaders de l'opposition s'ils ne prennent pas de la distance avec les manifestants les plus radicaux. C'est ce qu'il a dit. Il menace en outre de poursuivre les leaders de l'opposition qui ont franchi les limites avec les tentatives violentes de prise de pouvoir, tentatives, a-t-il dit, anticonstitutionnel. Donc il essaie de mettre la loi de son côté. Yanukovych, alors déjà il avait évoqué le déclenchement d'une opération antiterroriste, ça c'est quand les policiers avaient demandé aux femmes et aux enfants de quitter les lieux. Et puis parallèlement on a l'opposant Klitschko qui a tenté de protéger donc aussi ses femmes et ses enfants, on l'a vu dans le sujet, mais il a refusé de se rendre. Il a dit, cet ancien champion de boxe a déclaré que le pouvoir avait déclenché une guerre contre son propre peuple. Donc on retrouve toujours ces mêmes arguments, même s'ils ont monté quand même d'un ton. Les services médicaux hier, ils parlent de ratissage. Donc sur le terrain aussi, on voit, ça monte d'un ton. Jusque-là, sans surprise, mais on notera que des soutiens traditionnels, cette fois-ci au régime, comme l'oligarque Rinat Achmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine et le principal parrain du parti de Yanukovych, ils ont critiqué les événements en cours. Donc, les choses se passent. Voilà donc pour les réactions à l'intérieur, à l'international, comment on réagit ? Bien sûr, déjà pas mal de réactions, plusieurs niveaux de critiques. Alors vous avez sur place déjà l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Pyatt, qui a dit regretter la reprise des violences. Joe Biden, lui, est un peu plus virulent. Hier, le vice-président des États-Unis a appelé le président ukrainien à retirer les forces de l'ordre des rues de Kiev. Le numéro 2 de l'exécutif américain a indiqué à Viktor Yanukovych que Washington condamnait la violence d'où qu'elle provienne, mais que le gouvernement en particulier a la responsabilité de calmer la situation. Donc vous aurez relevé le vocabulaire choisi par Washington, la responsabilité. On sait que les Américains soutiennent l'opposition ukrainienne dans sa guerre contre Moscou. À Paris, presque même son de cloche, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a dénoncé un usage indiscriminé de la force. Il a appelé l'ensemble des partis à reprendre immédiatement le dialogue, ce qui n'est pas prêt d'arriver en tout cas. On monte d'un cran et on passe à Berlin où là, l'homologue allemand de Laurent Fabius, Frank-Walter Steinmeier, a clairement menacé les dirigeants ukrainiens de sanctions personnelles de l'Union européenne. Et puis bien sûr, des appels semblables ont été lancés par le secrétaire général de l'OTAN et puis le chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. Alors on l'a bien compris, côté américain et français, on responsabilise le gouvernement ukrainien. Côté russe,
on met l'accent sur la responsabilité de l'Occident. Ah bah bien sûr, la Russie a estimé que l'Ukraine se trouvait au bord de la guerre civile, donc on avait besoin de Moscou pour nous préciser la situation. Elle en a profité pour accuser l'Occident d'en être responsable. Évidemment, le ministère russe des Affaires étrangères s'est exprimé dans un communiqué, je cite, « Ce qui se produit actuellement est le résultat direct de la politique de complaisance des hommes politiques occidentaux et des structures européennes qui, depuis le début de la crise, ferment les yeux sur les actes agressifs des forces radicales en Ukraine, encourageant de fait l'escalade et les provocations envers le pouvoir légal. » Donc vous avez tout en un, c'est vraiment un tout en un. Donc ce sont les Européens qui sont responsables, ils ont fermé les yeux, et ce depuis le début, et la loi est bien sûr, encore une fois, du côté de Kiev. Betsabé, sans jouer les 10 heures de bonne aventure, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est difficile de savoir, d'autant qu'on n'a pas toutes les informations depuis les dernières heures. Je vous rappelle que le gouvernement, en tout cas, a démissionné fin janvier, mais pour l'instant, rien ne se passe. On attend un nouveau gouvernement, donc il y a un ras-le-bol côté opposition. Vitali Klitschko, toujours le boxeur, a renouvelé hier sa demande d'une présidentielle anticipée. Ils veulent aussi des élections parlementaires anticipées. Ils ne veulent pas juste faire sortir Yanukovych comme ça, donner l'assaut. Ils veulent un procédé légal. Ils appellent donc à des scrutins, à l'annonce des nouvelles violences. Il a répété, il souhaite un nouveau scrutin, un nouveau président. Selon son entourage de l'opposant, le président Yanukovych pourrait présenter un nouveau Premier ministre dès cette semaine. On avait annoncé dès mardi. Bon, hier, apparemment, ils étaient très occupés, mais peut-être que cette semaine, il va se passer quelque chose. Il a rencontré cette nuit le président 2 opposants, donc il n'est peut-être pas trop tard pour mettre fin au conflit. On va voir. On n'a pas encore, pour l'instant, de rapport de ces discussions, mais on espère encore, en tout cas, que ça se calme sur place. Ça brûle, en tout cas, là, pour l'instant. Merci, Betsabé. Boaz Bismuth, vous en pensez quoi de cet imbroglio en Ukraine que certains qualifient de chaos ? Juste dire 2 choses. La première, c'est qu'on connaît très bien le climat en ce moment en Ukraine et à Kiev, et pas seulement à Kiev, très froid. Donc vraiment, quand on entend maintenant ce qu'on vient d'écouter, c'est vraiment la guerre froide de retour avec le climat aussi. Mais on va dire une chose. On a entendu beaucoup de vocabulaire de Berlin, de Paris, de Washington. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Occident partage avec les Russes plusieurs dossiers brûlants, comme bien sûr la Syrie, bien sûr aussi l'Iran. Et encore une fois, je ne vois pas très bien l'Occident aider le peuple ukrainien. Donc ça dépend beaucoup de la rue. Alors, la grande question, c'est combien est-ce que la rue est à perdre ? Moi, je pense que depuis 2004, ces événements ont commencé avec cette révolution orange, et les leaders de ce même mouvement, c'est eux maintenant. Ces jours qui viennent vont être déterminants. C'est pas l'Occident qui va aider les Ukrainiens, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. C'est eux de voir dans les 3-4 jours qui viennent, on va savoir si vraiment c'est la fin de Yanukovych, et bien sûr Poutine va être là pour l'aider, ou finalement l'Ukraine va continuer encore quelques années sa révolution orange. Merci Boaz, merci Betsabé. À suivre dans le Morning, le Qatar ou ses ambitions démesurées, vous allez le voir. Retour sur le plateau du Morning d'i24 News. On prend la direction du Qatar. Ce petit confetti de terre est aujourd'hui une force diplomatique qui développe sa stratégie au Moyen-Orient, mais également au Maghreb. De tous les conflits, de toutes les réconciliations, le Qatar est devenu la plaque tournante du nouvel ordre politique dans le monde arabe, quitte à s'attirer les foudres de l'Égypte, Cyril. Et oui, Nathalie, rien ne va plus dans les relations diplomatiques entre le Caire et Doha. L'ambassadeur qatari a été convoqué au ministère des Affaires étrangères égyptien, et l'ambassadeur égyptien, qui lui était en vacances au Caire, n'a toujours pas repris ses fonctions dans le petit émirat du Golfe. Alors, quels sont donc les griefs des autorités intérimaires en Égypte ? Le Caire se plaint tout simplement de l'ingérence du Qatar dans les affaires internes du pays. Le Caire qui accuse Doha et sa chaîne de télévision notamment Al Jazeera, de tout bonnement soutenir les frères musulmans. 15 journalistes d'ailleurs de la chaîne sont détenus en Égypte pour avoir diffusé des graphiques endommageant la réputation du pays. La chaîne qataride, qui d'ailleurs auparavant avait été accusée d'une couverture trop partiale en faveur de la confrérie musulmane, notamment au moment de la répression, on s'en souvient, sanglante du sit-in de la Rabia des pro-Morsi, c'était en été dernier. Alors pourtant, ce qu'on peut dire, c'est que traditionnellement, l'Égypte
l'Égypte, elle entretient plutôt de bonnes relations avec les pays du Golfe. Oui, sauf que cette fois-ci, contrairement à ses voisins, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui eux ont été beaucoup plus prudents vis-à-vis des révolutions arabes, eh bien, le Qatar et son bras médiatique ont soutenu sans mesure, je dirais, les régimes islamistes au lendemain du printemps arabe. Sous la présidence de Morsi, Nathalie, le Qatar a versé à l'Égypte la modique somme de 5 milliards de dollars d'aide, peut-être une aubaine pour le Qatar de contrôler l'Égypte à travers des projets pharaoniques donc, dans le pays du Nil. C'est là la seule raison de la méfiance égyptienne ou il y en a d'autres? Alors, il y en a au moins une autre, ce sont les relations particulièrement ambiguës qu'entretient le Qatar avec le Hamas et avec l'Iran. Le Hamas, qui on le sait, est l'émanation palestinienne de la confrérie musulmane. On se souvient de cette visite historique, on le voit à l'écran, de l'émir du Qatar dans l'enclave palestinienne, et un émir qui n'était pas venu les mains vides puisqu'il avait remis la somme de 400 millions de dollars en 2012 donc à son ami Khaled Mashal qu'on voit sur les écrans. Et puis le Qatar, vous savez, c'est un pays qui partage avec l'Iran, on le voit sur cette infographie, une nappe d'hydrocarbures, donc il est obligé d'entretenir des relations cordiales avec l'Iran, aux grandes dames de l'Égypte qui, on le sait, est le grand rival sunnite du régime des Mollahs. Alors on va s'arrêter un moment sur la politique étrangère de ce pays. Je parlais tout à l'heure de petits confettis de terre. Il faut rappeler que le Qatar, c'est grand comme l'île de France. Alors on le voit investir tous azimuts au Proche-Orient, mais également en Europe. Qu'est-ce qui motive ces achats compulsifs? Vous avez raison, le Qatar, c'est un pays immensément riche. Outre ses ressources pétrolières, c'est aussi la 3e réserve de gaz du monde. Alors on a beaucoup parlé de la diplomatie du portefeuille, c'est une réalité sur cette infographie, on va le voir. Doha investit un peu partout, on va le voir sur la prochaine infographie, mais c'est sans doute l'Europe qui se taille la part du lion des investissements avec ce chiffre, Nathalie. En 2012, 65 milliards de dollars ont été investis par le Qatar dans le vieux continent. Alors on le sait, les Qataris sont actionnaires des fleurons de l'économie française, Total, Vinci, Lagardère, Veolia. Le plus médiatique peut-être c'est le Paris Saint-Germain, le club de foot qui fait beaucoup parler de lui, et Doha qui a profité très certainement de la récession de 2007 qui a traversé l'Europe pour investir massivement. Voilà, on la voit sur cette infographie, donc c'est vraiment des achats, vous l'avez dit, compulsifs, un petit peu partout dans le monde, des terres arables en Afrique du Sud, mais également au Royaume-Uni. Les Qataris qui sont actionnaires à 17,6% de la tour de Shard dans la capitale britannique. Alors que cherche Doha? Eh bien, pour le comprendre, Nathalie, il faut prendre la mesure de l'angoisse existentielle de ce petit territoire qui est grand comme la Corse, avec moins de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, c'est absolument rien, surtout lorsqu'on sait que sur ces 2 millions d'habitants, il n'y a seulement que 200 000 autochtones. Le reste sont des immigrés, des employés, des travailleurs immigrés qui viennent de la Corne d'Afrique, de tout le Proche-Orient, mais également beaucoup de cadres supérieurs venus d'Occident, justement pour mettre en place ces grands chantiers dont on parlait tout à l'heure. C'est un pays qui est coincé entre deux géants, et il faut bien le comprendre, l'Arabie Saoudite au sud et l'Iran au nord, et le Qatar donc qui cherche avant tout à apparaître sur la carte du monde. C'est peut-être son principal objectif, c'est d'exister, lui qui était inconnu jusqu'à encore il y a 18 ans avant la création, on l'a dit, de son bras médiatique Al Jazeera. Et puis c'est un pays qui ne peut pas exister par sa puissance démographique, on l'a vu, mais également par sa puissance militaire. Alors il joue la carte du soft power. Hors de ses frontières, il se constitue une sorte de base d'alliés, une sorte d'assurance vie, parce qu'il ne peut pas miser sur le hard power, sur sa démographie, mais également sur sa puissance militaire. Ce soft power dont vous parlez peut exercer une réelle influence dans la région? Eh ben, c'est ce que croyait le Qatar, justement, au lendemain des printemps arabes. Alors, on a beaucoup parlé du déclin, de la chute de la diplomatie, de la politique étrangère du Qatar, notamment après le renversement du président Morsi en Égypte. Mais je crois qu'il est encore un peu prématuré pour juger de ce qu'il adviendra de la diplomatie qatari. Vous savez, l'émir est tout jeune, il a à peine 34 ans, l'émir Tamim. C'est une équipe jeune qui est très réactive aussi, parce que le pouvoir repose sur le pivot de 3 personnes uniquement. C'est une monarchie absolue, on le sait. Donc, vitesse de réaction très, très rapide. Et puis n'oublions pas que la région dans son ensemble est en pleine métamorphose, en plein bouleversement, alors que l'Arabie Saoudite, le voisin du Sud, lui, est une direction qui est plutôt vieillissante. Donc qui vivra verra. Merci Cyril. Je me tourne à présent vers vous, Ali Waked. Bonjour, vous êtes spécialiste entre autres du monde arabe. La diplomatie à coup de billets verts, ça marche pour le Qatar ?
Ça a marché, disons, jusqu'il y a quelques mois, mais quand on voit ce qui se passe en Tunisie avec le Nahda et le fait qu'ils étaient obligés de partager le pouvoir, le fait que la destitution de Morsi s'est passée d'une façon assez légère, prouve que les Qataris ont reçu un coup très grave par certains régimes. Al Jazeera, le rating de Al Jazeera est en baisse, est en chute permanent dans le monde arabe. Et donc, le nouveau émir est en train actuellement de réviser toute la politique qui caractérisait son père. Et on ne sera pas surpris, Al Jazeera ne va pas passer du coup d'être un grand supporter des frères musulmans à être leur adversaire, mais l'émir a formé une équipe qui a pour but de réétudier, rééquilibrer la politique du Qatar, vu le fait qu'avec l'Iran, les Qataris ont les relations, on voit quelques tensions avec la Saoudite notamment. L'Arabie Saoudite a versé quelques milliards de dollars pour supporter le régime du général Sisi, en contrepartie à ce que le Qatar a versé pour aider les frères musulmans. Avec les Émirats, ils n'ont pas de bonnes relations, et donc les Qataris se trouvent un peu isolés au Golfe. Et qui tentent de lancer un nouvel ordre mondial. Merci beaucoup Ali Waqued. Vous restez avec nous dans quelques instants, on va parler de cinéma, mais tout de suite un rapide rappel des titres. Et l'actualité ce matin, eh bien, c'est bien évidemment l'Ukraine au bord du chaos. À Kiev, la place de l'indépendance, occupée depuis 3 mois par les opposants au gouvernement, s'est transformée, vous le voyez sur ces images qui nous parviennent en direct, en véritable champ de bataille. Maïdan est prise d'assaut par la police anti-émeute depuis hier soir. Au moins 25 personnes ont été tuées. Le président Viktor Yanukovych l'affirme, la police ira jusqu'au bout. L'Iran et les grandes puissances occidentales se retrouvent aujourd'hui à Vienne pour renouveler les négociations dans un contexte pessimiste mais plutôt économique, puisque Hassan Rouhani, le président, a déclaré hier qu'un allègement des sanctions aurait des conséquences sur toute l'économie mondiale. Visite surprise de John Kerry en Tunisie. Le secrétaire d'État américain est arrivé hier à Tunis pour témoigner du soutien des États-Unis à la transition démocratique dans le pays précurseur des printemps arabes. Nous sommes très impressionnés par ce que vous avez fait. Bravo pour la Constitution. Ce sont les mots de John Kerry à Moncef Marzouki, le président tunisien. En Turquie, le président promulgue la loi controversée sur le contrôle d'Internet. Ça s'est passé hier soir. Abdullah Gül a annoncé qu'il avait promulgué cette loi renforçant le contrôle de la toile. Le gouvernement qui pourra désormais décider de bloquer l'accès à certains sites. Une loi de censure dénoncée comme liberticide par l'opposition et par de nombreuses ONG. Et puis l'image du jour, vous la voyez, le Premier ministre israélien était dans le nord du pays hier pour se rendre au chevet de malades bien particuliers des Syriens. Vous le savez, depuis le début du conflit qui fait rage entre les rebelles et les forces de Bachar al-Assad, Israël reçoit quasi quotidiennement des Syriens blessés dans les combats et qui ne peuvent accéder aux soins dans leur pays. Voilà, chose promis, chose due, on va parler de cinéma à présent. Et comme c'est souvent le cas dans la région, on va parler de cinéma mélangé à de la politique. Un film, Bethléem, important succès en Israël et qui offre une vision sans concession du conflit israélo-palestinien. Il sort dans les salles françaises aujourd'hui même. Et pour nous en parler, c'est votre deuxième casquette, le co-scénariste du film, Ali Waqued. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'écriture de ce film? Quand le metteur en scène Yuval Adler m'a appelé pour présenter ce projet, on avait comme idée de présenter le conflit par des outils un peu différents, pas les outils politiques traditionnels, mais d'écrire un thriller qui est basé sur le travail des services de renseignement et ce qu'on appelle en anglais le human intelligence, le renseignement humain. Comment est-ce que un agent des services de renseignement israélien travaille avec son collaborateur palestinien. Alors on regarde la bande-annonce, on en parle juste après. אני סומך עליו כמו הילד שלי, עזוב אותו. ענה דברת על אנתחארי מתחבא בלקוץ.
تعرف كل اللي عندي بالمكتب ما عندهم اللي عندك اياه من الله. אתה עשית בייביסיטר על הילד הזה כבר יותר משנתיים. ואח שלו מימן את קינג ג'ורג' עם כסף שהוא עזר לו לקבל. לזין שלי איך אתה עושה את זה, ועל הזין שלי שנאבד אותו. كيف بيحلوا له مصاري؟ بيقولوا له صنفور. هو يا اخوه. انا ابني بس المحل هذه. هذا التلفون احسن. معاه مش رح تقول لي انه فيش رساله. وين كنت يا زفت؟ ابو قيس قال لي انك سبت الشغل بنص النهار مع شويه عرصات. بس انا بشتغل. ليه بتقول ما بشتغل؟ احنا لازم نحقق في الموضوع في كل كبيره وصغيره. خليه يفرجينا جواله. הילד הזה עוד 10 שנים הוא מפקד של חצי הגדה. איפה הוא? מה אתה אומר, יבוא? יבוא, יבוא. سنفور حبيبي كيفك؟ انت ما كان لكش ولا علاقه باللي صار. سنفور Il y a un mot qui revient quand on parle de ce genre de film et quand on parle aussi de votre autre métier, celui de journaliste, c'est l'objectivité. Quel message vous avez voulu faire passer dans ce film? Bon, je dois avouer, il n'y avait pas de message. On a voulu juste décrire une situation et de parler une histoire et que le public juge ce qu'il voit. Et une décision importante qu'on a fait, c'est que on va montrer ce qui se passe sur cet axe de travail entre agents de renseignement et le collaborateur palestinien et les cercles qui les entourent par les yeux des joueurs politiques qui se trouvent, des joueurs qui se trouvent sur le terrain. L'autorité palestinienne est vue dans le film comme elle l'est vue. C'est pas Yuval et moi qu'on le voit comme ça, mais c'était les militants palestiniens des différents groupes armés qui voient l'autorité de cette façon. Les militants sont vus aussi par les yeux de l'autorité palestinienne. L'agent israélien est vu de la façon dont il est vu par les yeux du gamin palestinien. Et c'est ce qui a permis le film d'être très correct et très équilibré. Mais il y a un petit problème. On a essayé de présenter d'une façon très équilibrée une situation qui est totalement déséquilibrée. Il y a un côté israélien bien organisé, il y a une hiérarchie au sein du Shabak, une hiérarchie qu'on ne voit pas dans le côté palestinien où le moindre gamin, le petit jeune gamin qui a la possibilité de posséder d'une arme devient le patron de son région, de son quartier. Mais le fait qu'on n'a pas éduqué, mais on a présenté a facilité énormément notre tâche. Vous, on l'a dit, hein, vous avez deux casquettes, votre métier de journaliste d'un côté, de co-scénariste de l'autre. Comment vous faites le lien entre ces deux professions? Bon, ça n'a pas été facile. C'est mon premier scénario. On a apporté tout ce que je savais en tant que journaliste, mais je n'ai pas imaginé qu'il y a cette immense différence entre le travail de scénariste et le travail de journaliste. Moi, je pensais que ça va être beaucoup plus facile que ça n'était. Juste apporter tout ce que je sais au scénario, mais il fallait regarder les petites nuances, il fallait regarder les petits gestes, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils habillent ces militants, alors que pour transférer une information de territoire au journal où je travaillais, il ne fallait pas regarder où il posait le revolver, là ou l'autre, comment est-ce qu'il parlait. Cette nuance dans les relations entre les différents groupes, entre les groupes et l'autorité palestinienne, et on était fanatique sur les petits détails comme sur les grands détails. Ça, ce qui trompe les gens parfois quand ils pensent que c'est un documentaire, alors que ce n'est pas. Et bon, ça a été une expérience merveilleuse. L'art de la mise en scène, donc, que vous avez découvert à ce moment-là. Ouais. Merci beaucoup Ali Ouaked d'être intervenu sur notre plateau. Restez avec nous puisqu'on parle de dénoncer à travers le petit ou le grand écran. À suivre dans le morning, les Simpsons dans tous leurs états et dans toutes les langues. A tout de suite. Vous êtes sur i24 News, c'est la dernière partie de votre morning avec tout de suite la revue du web. Et elle nous est présentée
présenté ce matin par Julien Baloul. Bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On commence tout de suite avec l'Ukraine. Absolument, on va essayer d'être le plus à jour possible. Vous en avez beaucoup parlé. Évidemment, dans ce morning, les derniers bilans font état de 20 à 25 morts selon les sources. Et comme toujours, dans ce genre de situation, Nathalie, c'est les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir un aperçu de la situation. Il y a beaucoup d'images qui circulent sur Internet. On va voir défiler quelques-unes. Donc, toutes ces images que vous voyez, Nathalie, sont des images que j'ai prises de Twitter. L'Ukraine, le mot Ukraine est en tête des hashtags à l'heure actuelle. À l'heure où nous parlons, l'Ukraine est le mot-clé le plus recherché sur Twitter. Évidemment, on comprend pourquoi. Ce qui marque d'abord, c'est de voir que les Français, ou de manière générale les francophones qui utilisent Twitter, sont choqués qu'un tel drame puisse se produire au cœur de l'Europe finalement. On ne va pas dire aux portes de Paris, mais aux portes vraiment de l'Union européenne. Ils sont vraiment choqués de cette situation. Et ce qui marque aussi, c'est ce doigt accusateur pointé, vous le voyez à l'écran, vers Poutine, qui est jugé comme responsable de la situation en Syrie et en Ukraine. La personne qui a tweeté ça, donc le compte s'appelle Révolution Syrienne, il tweet beaucoup de choses assez problématiques, mais ce tweet était assez intéressante. Il y a également la situation des JO de Sochi qui est rappelée. D'ailleurs, c'est ce que Bernard-Henri Lévy a fait hier sur l'antenne de Canal+. Il a demandé au gouvernement français de retirer les athlètes français des JO de Sochi en signe de solidarité avec les opposants ukrainiens. Voilà un peu ce qu'on peut dire, je pense, sur la situation en Ukraine via les réseaux sociaux. Et on reparlera notamment lors de cette rubrique des JO de Sochi. On va continuer avec une nouvelle plus décalée, une initiative inédite d'un historien, la mise en ligne d'une carte interactive de la déportation des enfants juifs de France. Oui, alors l'historien s'appelle Jean-Luc Pinol, il est professeur à Normal Sup. On l'aura ce soir à l'antenne sur le web, il nous expliquera son initiative plus en détail. Concrètement, c'est une carte interactive. Donc, des cartes interactives, c'est comme par exemple Google Maps. On peut zoomer sur des régions de France pour voir un peu ce qu'il y a dans ce coin, dans ces rues. Sauf que là, c'est un peu différent. Vous voyez cette carte, on peut zoomer dans n'importe quelle région de France et chaque point rouge, c'est un enfant déporté entre juillet 1942 et août 1944. Ils ont été envoyés vers les camps de la mort. Donc là, j'ai fait un zoom sur la région. Chaque point rouge représente un enfant. J'ai fait là, c'est un zoom sur la région parisienne. Si je me souviens bien, oui, c'est la région parisienne. Quand on zoome, on voit ça de plus près. Ils ont fait ça en fait sur la base des données collectées par Serge Klarsfeld. Ils se connaissent bien, les deux historiens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait aucune région de France sauf la Corse n'est épargnée. Ils avaient fait une première carte qui concernait que la région parisienne et c'est la première fois qu'on a une carte cette fois qui concerne l'ensemble de la France et c'est assez marquant parce qu'en fait le premier réflexe, c'est de tous aller dans notre ville natale, dans la ville qu'on connaît, la ville où il y a des amis, des proches, et de se rendre compte que là-bas aussi un enfant a été déporté, et on peut voir son nom, son âge, et dans quel camp il a été déporté. Donc c'est très impressionnant parce qu'il y a un phénomène d'identification évidemment. Et ce qui est aussi intéressant, ça c'est le journal Le Monde qui le relève, c'est qu'un quart des enfants déportés à Paris venaient de quartiers insalubres. Et évidemment, ça casse le mythe du juif riche, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui va donc à l'encontre de la propagande nazie. Voilà, c'est une initiative assez intéressante. Encore une fois, ce soir, sur le web, on aura cet historien par Skype, par téléphone, on doit vérifier ça. Il nous donnera plus d'informations. Vous en reparlerez. En tout cas, ça participe sûrement du travail de mémoire sur la Shoah. On part à présent au Venezuela, où les réseaux sociaux, une fois de plus, semblent être le dernier rempart pour la liberté d'expression des opposants au régime. Absolument, ça fait plusieurs jours que ça dure. Un an après son arrivée au pouvoir, le président Maduro doit faire face à une opposition sans précédent. Il manifeste contre le coût de la vie, contre la corruption, contre aussi l'oppression, puisque les étudiants manifestent. On n'en parle pas beaucoup dans les médias internationaux et pour cause. Sur place, c'est très difficile de travailler. On a très peu d'informations. Des chaînes internationales sont censurées. Twitter a été censuré pendant un temps. Il y a eu, je rappelle, plusieurs morts la semaine dernière quand même au Venezuela. Hier, il y a eu des manifestations de masse, des pros et anti. Les rues étaient noires de monde. Il y a une vidéo quand même qui a filtré via YouTube malgré la censure. On comprend un peu l'ambiance. C'est une vidéo qui prend parti évidemment en faveur des étudiants. On va la regarder, elle est assez émouvante. Le premier problème est que l'armée vénézuélienne traite les étudiants comme des criminels, comme s'ils portaient des armes. Ils frappent, donnent des coups de pied et tirent sur les étudiants alors que leurs seules armes sont des caméras pour témoigner de ces incidents injustes et des banderoles disant la vérité.
Il y a peu d'informations sur le nombre d'étudiants assassinés pendant ces 3 jours d'émeutes. Il y a eu 3 morts confirmés en une seule journée et beaucoup d'autres non confirmés dans les jours qui ont suivi. Plus de 30 étudiants ont été arrêtés et emmenés en prison pour avoir protesté pacifiquement. Donc des images particulièrement dures. On va poursuivre avec la Tunisie où la situation là pour le coup est beaucoup moins préoccupante. Une initiative a vu le jour pour promouvoir la culture dans la rue. Ouais, c'est l'initiative de Mohamed Massoudi qui est jeune architecte de 24 ans et le but, alors je le cite parce que c'est lui qui le dit, est réunir des gens autour d'une initiative à partager le moment présent juste pour le fun. C'est très sympa, c'est via Facebook que ça se passe, ça s'appelle Street Talent. Ils se donnent rendez-vous sur Facebook, ils se rejoignent dans un endroit à thème, ça peut être du slam, du rap, du théâtre, de la lecture, et ils échangent des moments de culture. Il y a notamment un événement Facebook qui a été créé, ils doivent tous se retrouver avec un livre, et ils le donnent à quelqu'un d'autre et ils reçoivent un autre livre en échange, et il y a une vraie promotion en fait pour promouvoir la lecture dans ce pays. C'est assez intéressant, vous voyez la page fan, privé d'oxygène, votre cerveau meurt, privé de culture aussi. J'aime beaucoup cette phrase, Nathalie. Voilà, c'est On sent que ça va devenir votre Maxime Julien, un épicurien, ça fait du bien. Absolument. On termine avec une note d'humour. Certains imaginent des sports originaux pendant ces Jeux Olympiques de Sochi. Oui, alors on rigole beaucoup du curling, ce sport curling comme ça consiste le curling, parce que qui est assez étrange à voir à l'écran, ce sport qui consiste à gratter. Alors certains ont imaginé une variante. Je préfère ne rien dire, on va regarder la vidéo, vous allez comprendre. Allez, on y va. I just met with the American men's team sitting in the stands. Pete Fenson said that they just wanted to be here to support the girls. They know that this is a crucial game, and you'll be impressed. You know, the guys were even participating with all the chants. And the United States has got a little bit of a dilemma here because there is a double opportunity for the Danish team on the left-hand side on the 2 American rocks. Beautiful shot. Voilà, c'est un mélange entre le curling et puis... Ouais, absolument. Le chat. Et sur Twitter, il y a des gens qui ont eu d'autres idées de sport. J'en cite que 3. Le basket subaquatique, la course à reculons sans rétroviseur et la plongée sous-marine Le Pen. Voilà, c'est des idées de sport proposées sur Twitter. C'est très intéressant et c'est du Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve ce soir sur le web. Avec l'historien sur la carte interactive. Merci beaucoup. Ce sera sur i24 News. Julien, vous connaissez les Beatles ? Oh bah oui, ça oui. Vous aimez, c'est sûr, absolument. Vous aimez. Cette semaine, figurez-vous que l'Opéra de Tel Aviv rend hommage au groupe mythique. On regarde. Quand on aime, on ne compte pas. C'est bien simple, en 50 ans, les Beatles ont été réinterprétés, remixés, rejoués dans tous les genres possibles, dans tous les styles, même les plus inimaginables. Les Beatles en reggae. C'était en 1994, le célèbre label anglais Trojan sortait un coffret de 3 CD réunissant la crème des Rastaman. Et ça avait marché. Quelques années plus tard, Tito Puente, Celia Cruz et bien d'autres, les meilleurs chanteurs latinos se réunissaient pour donner un rythme caribéen aux chansons des Fab Fours. Tout a été fait en musique, tout presque. Cette semaine, à Tel Aviv, c'est l'Opéra d'Israël qui a rendu un hommage à sa manière aux Fab Four. La célèbre formation a repris en mode lyrique leurs meilleurs tubes et s'est déplacée pour l'occasion dans un bar plutôt cool dans la banlieue de Tel Aviv. Pour David Zeba, chef d'orchestre et pianiste, les Beatles, c'est un passage obligé. Je pense qu'il n'y a presque aucun chanteur ou musicien qui n'ait choisi les Beatles à un moment donné de sa carrière. Les Beatles, à mon avis, c'est le Mozart de la pop. À mon avis, ce concert a été conçu sur mesure pour moi. Je suis devenue chanteuse d'opéra, mais j'ai commencé avec les Beatles. C'était mon groupe préféré. C'est en chantant les Beatles que j'ai commencé à jouer de la guitare. Tout de même, des chanteurs d'opéra qui reprennent Hey Jude ou encore Penny Lane, ce n'est pas conventionnel. Comme vous le voyez, les chanteurs d'opéra aiment faire d'autres choses que de hurler en italien. Lorsque nous nous sommes répartis les chansons entre nous, cela a donné lieu à une bataille impitoyable, car chacun porte les Beatles dans son cœur.
Les Beatles, c'est inusable. En famille, entre amis, les tubes, même en mode opéra, ça parle à tout le monde. C'est vraiment une bonne idée de rassembler les fans des Beatles et les amateurs d'opéra. C'est un mélange sympathique. J'ai découvert quelque chose de nouveau chez les Beatles. Même sur un air d'opéra, c'est excellent. On compte 1001 reprises des Beatles, mais sans aucun doute, la meilleure version, ça reste les Beatles. Et voilà, les Beatles en reggae, en salsa et en lyrique. Ça se passe en Israël. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va parler avec vous de vidéos insolites et on commence avec les Simpsons. Exactement. Alors, on abandonne les Beatles pour les Simpsons. Qui ne connaît pas cette famille jaune et complètement déjantée que sont les Simpsons? Alors, cette série d'animation américaine, je vous rappelle, a été créée en 1989 par Matt Groening. Depuis ses débuts de la série, la série a reçu une dizaine de récompenses un peu partout dans le monde. Elle a même obtenu une étoile sur la Walk of Fame d'Hollywood et le fameux toe de Homer Simpson. Cette fameuse expression lancée par Homer Simpson lui-même est rentrée dans la langue anglaise. Alors chaque personnage est unique, mais celui qui attire le plus les téléspectateurs, c'est Homer Simpson avec sa drôle de voix, mi-grave, mi-aiguë, son côté attachant. Je vous sens là, je pense que vous allez me demander une imitation. On sent que vous allez travailler le personnage. On l'adore même s'il est un peu des bêtes. Alors on connaît tous la version française, mais est-ce qu'on connaît les autres versions? Pas sûr. Alors je vous propose de regarder ce montage fait par BuzzFeed tout de suite. Look, there we are! Será un canal de segunda, pero los Simpsons salen en la tele. Monsieur Blanc! Verschwindet, du unangenehme Jahreszeit! Hallo, ich bin Mr. Schneepflug. Allora telefonate a Klondike 53226. Chiamate ora e riceverete una. Moi j'aime beaucoup la version japonaise. Vous voyez, dans toutes les langues, ça fait rire. En tout cas, on n'a pas encore eu la version arabe et pourtant, dans les pays arabes aussi, les Simpsons sont sortis. Excusez-moi, je pleure. Non, il faut vous dire que Virginie est très perturbée parce qu'on le sait depuis quelques heures maintenant. Elle fait d'excellentes imitations d'Homer Simpson. Ah non, ça c'est pas gentil. Julien fera Bart Simpson. Non, mais par contre, votre dessin était magnifique. Voilà. Oulala, Voilà, c'était pas pour montrer ma face. Donc en 2006, les Simpsons en arabe ont vu le jour. Les téléspectateurs de la chaîne arabe NBC, Julien, arrêtez parce que je viendrai en plateau vous faire la même chose, suivent eux Al-Shamshoun. Al-Shamshoun, c'est une version des célèbres Simpsons dont le personnage principal s'appelle Omar Shamshoun, pas compliqué. NBC a traduit en arabe plusieurs épisodes des Simpsons. Ils sont diffusés 2 fois par jour. Alors à première vue, l'idée paraissait complètement extravagante, même irréalisable. Alors critique de la société et moquerie sur différentes cultures. Évidemment, les dialogues demeurent inchangés, mais plusieurs scènes ont dû être censurées. Alors on va quitter les Simpsons. Oui, non, j'arrête les imitations, Nathalie, pour ce matin. Pour partir pour la Suède, vous le connaissez, le mythique groupe ABBA qui portait de tout aussi mythiques costumes. Ils étaient tous plus excentriques et extravagants les uns que les autres. On croyait que c'était pour créer une mode, en fait pas du tout. En fait, pas du tout. Alors ça paraît étrange, mais ces paillettes et ces costumes de scène extravagants faisaient partie d'une stratégie fiscale. Alors justement, aujourd'hui, si, c'est vrai, Julien, c'est pour ça que vous avez mis la petite chemise à pois, j'imagine. En tout cas, c'est ce que vient de révéler l'ancien membre Björn Ulvaeus. Dans un livre, il avouait que la marque de fabrique du groupe lui évitait de payer certaines taxes. C'est en tout cas ce que rapporte le Guardian. Il a dit, je cite, pour être honnête, on avait l'air d'une bande de cinglés pendant ces années-là. Personne ne peut avoir été aussi mal habillé sur scène que nous. C'est ce qu'il explique. Là, un mythe s'écroule. ABBA n'était pas en train de créer un style ni une mode. C'était tout simplement une stratégie fiscale. Alors 32 ans après la dissolution du groupe culte, on apprend enfin qu'il cherchait juste à s'attirer les faveurs du droit fiscal suédois et plus précisément des lois qui permettaient de déduire des impôts le coût de leur tenue, tant que les costumes étaient trop scandaleux pour être portés dans la rue. Et voilà, et pour info, cette disposition fiscale, elle est toujours en vigueur en Suède, elle vit aux amateurs. Et oui, justement, elle a été accusée en 2007 de fraude fiscale et il a dû payer 85 millions de couronnes suédoises, qui correspond à peu près à 9,7 millions d'euros, entre 1999 et 2005. Ça n'a pas marché. On termine comme très souvent en musique, Virginie. Oui, alors on termine en musique, on ne pourra pas écouter le groupe ABBA là tout de suite. Non, pas vraiment. Je vous avais prévu une petite surprise, c'est pas grave. La prochaine fois. Voilà, alors on va terminer tout de suite en musique avec le groupe alternatif écossais, le groupe de
de rock alternatif écossais Biffy Clyro qui sera à Tel Aviv et je les adore, je suis complètement fan. Ils seront là le 12 du mois d'avril prochain au Nokia Arena, donc énorme salle. C'est son premier passage en Israël. L'artiste très apprécié dans le pays est attendu de pied ferme. Il sera sur scène aux côtés de la star du rock israélienne Aviv Geffen qui lancera à cette occasion son dernier album. Et ce n'est pas tout, parmi eux d'autres stars locales comme Eviatar Banaï. Le groupe a connu le succès il y a 5 ans. Il a effectué plusieurs fois les premières parties de Muse. Il a été nommé meilleur groupe de musique en Angleterre l'année dernière. On va l'écouter. Et voilà, on va l'écouter. On va tout de suite découvrir ce groupe. Prenez vos billets, ce sera le 12 avril prochain. Merci Virginie, merci Julien, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain journal dans quelques minutes. Restez sur i24 News. Took a bite at a mountain range. Thought my teeth would break the mountain dead. Let's go, I wanna go all the way to the horizon. I took a drink at the ocean and